0h15, le 19 juin 1940. Sur les ponts de Saumur, au-dessus de la Loire, des jeunes gens attendent dans la nuit. Ils ont 20 ans, une capote trop grande, un mousqueton par homme et l'ordre de tenir. En face, dans l'obscurité, les premiers blindés allemands s'approchent du fleuve. Ce ne sont pas des soldats aguerris qui vont leur barrer la route, ce sont des élèves. À cette date, la France a déjà perdu la guerre. 2 jours plus tôt, le maréchal Pétain a demandé l'armistice et ordonné de cesser le combat. Les routes du pays sont pleines de réfugiés et de soldats qui refluent vers le sud. Partout, on rend les armes. Partout, sauf ici, sur cette portion de Loire où l'école de cavalerie de Saumur a décidé de se battre quand même. Les premiers chars arrivent au contact vers le fleuve. Une arme anti-char tire. Un blindé allemand s'immobilise, touché. D'autres suivent. Dans les heures qui viennent, le pont de Montsoreau saute et le combat s'installe le long de l'eau, de Saumur à Gênes. Les élèves ne reculent pas. Ils sont environ 2500, dont beaucoup d'aspirants qui, quelques semaines plus tôt, étudiaient encore la tactique dans les salles de l'école. En face avancent 2 divisions allemandes, près de 40 000 hommes, 300 pièces d'artillerie, avec l'aviation par-dessus. Le calcul n'a aucun sens. Et pourtant, ces jeunes gens vont bloquer cette armée pendant plus de 2 jours. Ils le font alors que la guerre est officiellement finie, que personne ne leur en voudrait de poser les armes, que rien, sur le plan militaire, ne peut plus être sauvé. Ils le font pour une seule raison, celle que leur chef a mise devant eux, l'honneur de l'école. Abonnez-vous. Ce que ces élèves ont fait sur la Loire, on l'a longtemps laissé dans l'ombre. Il faut revenir de quelques jours en arrière. En juin 1940, l'armée française s'effondre. La percée allemande de mai a tout emporté. Les divisions reculent, se disloquent, se rendent. Le gouvernement quitte Paris, puis quitte la France utile. Le 17 juin, le maréchal Pétain annonce qu'il faut cesser le combat et demande à l'ennemi ses conditions. Pour des millions de Français, la guerre est terminée. Ce n'est pas une simple retraite, c'est un naufrage. Sur les routes, des millions de civils fuient vers le sud, mêlés aux colonnes militaires, mitraillés par l'aviation. Des unités entières se dissolvent sans combattre. Le pays a perdu, en quelques semaines, la bataille et l'espoir. Dans ce chaos, l'idée de tenir encore une ligne peut sembler dérisoire. C'est pourtant ce que décide un colonel sur un bout de Loire. Sur la Loire, on prépare pourtant une dernière ligne. Le fleuve est large, ses ponts sont des points de passage obligés. Tenir la Loire, c'est ralentir l'avance allemande vers le sud, gagner des heures, protéger la retraite de ce qui peut encore l'être. Le secteur de Saumur échoit à ce qui se trouve sur place, l'école d'application de la cavalerie. Saumur n'est pas seul. Tout au long de la Loire, en ces jours de juin, d'autres éléments disparates tentent de tenir les passages, retardent l'ennemi, font sauter des ponts. C'est la défense de la Loire, une dernière ligne improvisée sur un grand fleuve, tenue par ce qu'il reste d'une armée en déroute. Saumur en devient le point le plus connu parce que ce sont des élèves qui l'ont défendu et qui l'ont fait avec un panache que la défaite n'a pas effacé. L'école de Saumur n'est pas une unité de combat, c'est une institution, un lieu de prestige où l'on forme les officiers de cavalerie, le cadre noir, les traditions, les salles de cours. Le 15 juin, on lui ordonne de se replier vers le sud, vers Montauban, loin du front. Elle n'a aucune obligation de se battre. On lui demande au contraire de s'éloigner. L'école de Saumur, c'est le berceau de la cavalerie française, celui du cadre noir, de ses écuyers et de ses traditions. On y forme des officiers depuis plus d'1 siècle. Ceux qui l'occupent en juin 40 sont quelques cadres expérimentés et, surtout, des centaines de très jeunes hommes en cours d'instruction, des aspirants de 20 ans promis à commander des pelotons qui n'ont encore jamais vu le feu. En temps normal, on ne les enverrait pas au combat dans cet état. En juin 40, il n'y a plus de temps normal. Le colonel qui la commande s'appelle Michon. Devant l'ordre de repli, il fait un autre choix. Il obtient de garder ses cadres et ses élèves pour mettre en défense le secteur de Loire qu'on lui confie. Il réunit ses officiers et pose la question. Tous répondent la même chose, rester et se battre sur la Loire pour l'honneur de l'école. C'est une décision lourde. Michon engage des jeunes gens qui ne sont pas tenus de se battre contre un ennemi qui va les surclasser en nombre et en matériel pour un résultat militaire nul d'avance. Il le sait.
Ces cadres le savent. Les élèves le savent aussi quand on leur explique ce qu'on attend d'eux. Personne n'est trompé sur ce qui l'attend, et personne ou presque ne se dérobe. Ce que Michon a sous la main tient dans quelques chiffres: 550 aspirants de cavalerie, 240 aspirants du train, 300 fantassins et mitrailleurs venus d'un régiment de tirailleurs, et divers éléments ramassés au passage. En tout, environ 2500 hommes, dont une bonne moitié de très jeunes élèves qui n'ont jamais combattu. L'armement est à l'avenant: 5 canons de 75, 13 pièces anti-chars, quelques mortiers. Les élèves de cavalerie, eux, n'ont qu'un mousqueton par homme et des mitrailleuses d'instruction, de vieux modèles qui servaient à l'entraînement. Contre les chars, contre l'artillerie lourde, contre l'aviation, c'est presque rien. Ils le savent en prenant position. Pour compenser, on fait avec ce qu'on a. On mine les ponts, on prépare leur destruction, on place les quelques canons aux endroits où ils battront le fleuve, on distribue aux élèves les cartouches disponibles, en sachant qu'il n'y en aura pas beaucoup. On transforme des salles de cours et des écuries en abris et en positions. Une école devient, en quelques heures, un secteur de front. En face, la machine allemande arrive à pleine puissance. 2 divisions, dont une division de cavalerie, foncent vers le Saumurois. Près de 40 000 hommes, 300 canons, des blindés et la Luftwaffe qui domine le ciel. Rien dans ce rapport de force ne laisse la moindre chance aux défenseurs de la Loire. Rien, sauf leur décision de ne pas partir. Cette division de cavalerie ennemie est rapide, habituée à percer et à exploiter. Elle a traversé la France sans vraie résistance depuis des jours. Devant elle, la Loire n'est qu'un obstacle de plus, un fleuve à franchir avant de continuer vers le sud. Personne dans ses rangs n'imagine y perdre 2 jours contre une école d'application. Abonnez-vous à la chaîne. Ce qui suit s'est joué sur une quarantaine de kilomètres de fleuve, pont par pont. Michon répartit ses moyens le long de la Loire sur un front d'une quarantaine de kilomètres, autour de Saumur, de Gênes, de Montsoreau. Les ponts sont les points clés, les tenir ou les détruire, c'est barrer le fleuve. Les élèves s'installent sur les rives, dans les maisons du bord de l'eau, sur l'île qui coupe le courant en face de la ville. L'ordre est clair et sans nuance. Tenir coûte que coûte. La ville est prise dans le flot de la débâcle. Par ces rues passent les réfugiés, les soldats en retraite, les rumeurs. Au milieu de ce désordre, l'école organise sa défense comme si le pays ne s'écroulait pas autour d'elle. Il y a quelque chose d'étrange à voir de jeunes aspirants creuser des positions et préparer des ponts pendant que, sur les routes voisines, tout un pays fuit vers le sud. Puis vient l'attente. Les positions sont prises, les ponts prêts à sauter, les cartouches comptées. De l'autre côté du fleuve, on entend l'ennemi approcher, les moteurs, les colonnes. Les jeunes gens guettent la rive nord dans le noir, sans savoir quand ni comment cela va commencer. Pour beaucoup, ce sont les dernières heures de calme avant le premier combat de leur vie. La nuit du 18 au 19 juin, l'ennemi arrive. À 0h15, le premier contact a lieu à Saumur. Des blindés allemands se présentent et sont rapidement mis hors de combat par les tirs français. Peu après, vers 2h du matin, le pont de Montsoreau est détruit pour interdire le passage. Le combat de la Loire vient de commencer, dans le noir, sur l'eau. À Saumur, la Loire se divise autour d'une île, l'île d'Ophar, franchie par des ponts qui commandent la ville. C'est là que se joue le combat le plus dur. Tenir l'île et ses ponts, c'est tenir Saumur. Les élèves s'y accrochent sous le feu venu de la rive nord, coupé par moments du reste du dispositif. Détruire un passage au bon moment, tenir l'autre le plus longtemps possible, tout le combat de la ville tient dans ce calcul mené par des jeunes gens qui l'apprennent en le faisant. Ce qui frappe dans les heures qui suivent, c'est que cela tient. Des jeunes gens sans expérience, avec des armes d'instruction, repoussent les premiers assauts d'une armée qui a écrasé, en quelques semaines, les meilleures divisions françaises. Ils tirent, ils font sauter des passages, ils contre-attaquent quand une position est perdue. Les Allemands, surpris de rencontrer une résistance là où ils n'attendaient qu'un fleuve à franchir, marquent le pas. À Saumur même, le combat se livre autour des ponts et de l'île qui les commande. Les défenseurs tiennent les têtes de pont, interdisent le passage, reprennent à la grenade ce qu'ils cèdent parfois. Sur la rive nord, l'ennemi s'accumule, appuyé par ses canons et ses avions.
Sur la rive sud, une poignée d'élèves refuse de lâcher le bord de l'eau. Les Allemands tentent le passage là où ils le peuvent, en barque, sur les ruines des ponts, au point faible de la ligne. Chaque tentative se heurte au feu des défenseurs. Certains passages sont repris à la contre-attaque, à quelques hommes dans un désordre où l'expérience compte moins que le refus de lâcher. Le fleuve reste, heure après heure, une frontière que l'ennemi ne franchit pas d'un coup. La première journée passe ainsi, faite de coups de main, de tirs, de destruction et de contre-attaque. Au soir du 19 juin, contre toute attente, la ligne tient encore. Les élèves, épuisés, comptent leurs cartouches et leurs pertes et se préparent à une deuxième nuit sur le fleuve. Ils ont déjà fait, en un jour, bien plus que ce que le rapport de force autorisait. À Gênes, plus en aval, le même combat se répète. Des positions accrochées au village, aux coteaux, au passage du fleuve. Là aussi, les jeunes gens tiennent plus longtemps que ne le voudrait la logique, contre un ennemi mieux armé et plus nombreux. Chaque heure gagnée sur la Loire est une heure prise à une armée pressée d'en finir. Ailleurs sur le secteur, dans les villages et sur les coteaux du bord de Loire, d'autres petits groupes tiennent de la même façon. Il n'y a pas de grandes manœuvres, pas de réserve à lancer, pas de renfort à attendre. Il y a des positions isolées qui tiennent chacune le plus longtemps qu'elles peuvent, et une ligne qui, tant qu'un morceau tient, n'est pas tout à fait rompue. Il faut se souvenir de ce que ces élèves ont dans la tête pendant qu'ils se battent. Ils savent que l'armistice est demandé. Ils savent que, quelque part, des officiers négocient déjà la fin des combats. Ils savent que leur résistance ne changera pas à l'issue de la guerre. Et ils se battent quand même, avec la conscience nette que ce qu'ils défendent n'est plus une ligne stratégique, mais une idée, ne pas rendre ce pont-là sans combat. Ce sont des jeunes gens ordinaires. Quelques semaines plus tôt, ils apprenaient l'équitation, la tactique, le métier d'officier, dans une ville tranquille du bord de Loire. Beaucoup ont écrit à leur famille avant de prendre position. Aucun n'a été préparé à ce qui les attend cette nuit-là. Encaisser le feu d'une armée moderne sur un fleuve avec des armes d'exercice. Ils vont pourtant le faire, et le faire jusqu'au bout. L'ennemi, lui, ne comprend pas tout de suite à qui il a affaire. Il prend d'abord ses défenseurs pour une unité comme les autres. Puis il découvre, au fil des heures et des prisonniers, que ceux qui lui tiennent tête sur la Loire sont pour beaucoup des élèves officiers, des gamins sortis d'une école. Cette découverte va changer le regard que les Allemands portent sur ce combat. Pour une armée qui vient d'écraser les grandes unités françaises, se heurter à des élèves qui tiennent bon a quelque chose de déroutant. On peut mépriser une troupe qui fuit. On ne méprise pas des jeunes gens qui restent à leur poste sous le feu, avec des armes d'instruction, sans espoir de l'emporter. Peu à peu, chez l'ennemi, l'agacement de perdre du temps devant un fleuve cède la place à une autre impression, plus rare, la considération. La deuxième journée est la plus dure. L'ennemi amène des renforts, concentre son artillerie, fait donner l'aviation. Les positions françaises sont pilonnées, les munitions baissent, les pertes s'accumulent. Les élèves n'ont plus de quoi tenir longtemps contre une telle masse de feu. Mais ils ne décrochent pas d'eux-mêmes. Ils attendent l'ordre ou l'épuisement. Le ciel appartient à l'ennemi. Les avions allemands passent et repassent sur les positions, sur les ponts, sur les villages du bord de Loire. L'artillerie écrase méthodiquement les points de résistance repérés. Contre cette masse de feu, les élèves n'ont que leurs trous, leurs murs et le fleuve devant eux. Ils encaissent, se déplacent, rouvrent le feu et tiennent encore une journée que personne ne leur demandait de tenir. Abonnez-vous pour les autres opérations qui ont fait l'histoire des forces françaises. Le 20 juin, la fin approche. Grâce à leur renfort et à leur supériorité écrasante, les Allemands s'emparent enfin des ponts. Le front de la Loire, tenu 2 jours par des élèves, cède là où toute logique disait qu'il aurait dû tomber en quelques heures. Ce qui pouvait être détruit l'a été, ce qui pouvait être tenu l'a été, et au-delà. Les 2 jours gagnés sur la Loire n'ont pas changé la guerre, mais ils n'ont pas été inutiles. Chaque heure où l'ennemi restait bloqué devant Saumur était une heure de plus pour les colonnes françaises qui se repliaient plus au sud. Une école qui n'avait pas à se battre à couvert, sans le dire, le repli d'une armée qui, elle, avait déjà cessé de le faire. Les défenseurs qui le peuvent décrochent vers le sud. D'autres, encerclés, à court de munitions,
sont faits prisonniers. Pour eux, le combat s'arrête là. Pour l'ennemi, il laisse une impression qui ne s'efface pas, celle d'avoir été retenu pendant 2 jours sur un fleuve par des jeunes gens qui n'auraient jamais dû lui résister. C'est là qu'intervient un geste rare. Les Allemands, qui ont compris qui ils avaient devant eux, traitent ces prisonniers avec un respect qu'ils n'accordent pas à tout le monde. On raconte que des officiers ennemis saluent la tenue de ces élèves, leur reconnaissent d'avoir fait sans espoir ce qu'exigeait l'honneur d'un soldat. Le vainqueur rend hommage au vaincu. Les pertes, elles, sont réelles. Des élèves sont tombés sur les rives, d'autres ont été blessés, beaucoup sont pris. Pour une école qui, quelques jours plus tôt, formait tranquillement ses officiers dans ses manèges, le prix est lourd. Mais aucun de ces jeunes gens n'a été jeté là par surprise. Ils ont choisi de rester, en connaissance de cause, quand on leur offrait de partir vers l'arrière. Quelques jours plus tard, l'armistice entre en vigueur. La bataille de France est finie, et avec elle la campagne la plus sombre de l'histoire militaire du pays. Dans ce naufrage général, la Loire de Saumur reste comme un point à part, un endroit où, alors que tout s'effondrait, des Français ont choisi de se battre pour l'honneur et l'ont fait à un contre bien plus fort qu'eux. Il faut mesurer ce que cela veut dire. On peut comprendre qu'une armée intacte se batte, qu'elle défende une ligne parce qu'elle espère la victoire. Mais se battre quand la guerre est déjà perdue, quand l'armistice est demandé, quand rien ne peut plus être gagné, c'est autre chose. Cela ne s'explique pas par le calcul, cela s'explique par une idée qu'on se fait de soi et de son école. L'honneur de l'école, ce n'est pas un mot creux pour ces hommes. C'est l'idée qu'un lieu qui forme des officiers depuis un siècle ne peut pas, le jour venu, se contenter de partir. Que ceux qui apprennent à commander doivent, si l'occasion se présente, montrer l'exemple avant les autres. À Saumur, l'occasion s'est présentée de la pire des façons et l'école a répondu comme elle l'enseignait. Les cadets de Saumur n'ont pas sauvé la France en juin 40. Ils n'ont pas retourné le cours de la guerre, ni même retardé longtemps l'ennemi. Ce qu'ils ont donné, c'est un exemple. Au milieu de la plus grande défaite, quelques centaines de très jeunes hommes ont tenu leur poste jusqu'au bout, sans espoir de victoire, pour ne pas rendre leur fleuve sans combat. Ce genre d'exemple ne se mesure pas en kilomètres gagnés, ni en chars détruits. Il se mesure à ce qu'il laisse dans les mémoires. Dans une défaite où tant d'unités s'étaient rendues sans se battre, Saumur a montré qu'il restait, quelque part, des Français décidés à tenir leur poste jusqu'au bout. C'est peu, au regard de la carte. C'est beaucoup, au regard de l'honneur d'une armée. C'est pour cela qu'on parle de Saumur comme d'un Cameron. À Cameron, en 1863, une poignée de légionnaires avait tenu contre une armée entière au nom de la Légion. À Saumur, en 1940, quelques centaines d'élèves ont tenu contre une armée entière au nom de leur école. Même écart de nombre, même issue militaire, même refus de céder sans se battre. La différence, c'est le contexte. Cameron était un épisode d'une campagne lointaine. Saumur est un point de lumière dans l'effondrement d'un pays entier. Les légionnaires de 1863 se battaient dans une guerre que la France menait. Les élèves de 1940 se battaient dans une guerre que la France venait d'abandonner. Ce qui les relie par-dessus les décennies, c'est la même réponse à la même question. Que fait-on quand tout dit de se rendre ? Longtemps, on a peu parlé de Saumur. La défaite de 40 était une plaie que le pays préférait oublier et une résistance née d'une école, sans grande bataille ni victoire au bout, n'entrait pas facilement dans le récit national. Il a fallu du temps pour que ces 2 jours reprennent leur place, non pas comme une victoire, mais comme la preuve qu'au fond du désastre, l'honneur d'un soldat pouvait encore commander une conduite. Ceux qui ont survécu à ces 2 jours ont connu des sorts divers. La captivité pour beaucoup, la reprise du combat plus tard pour certains, la mémoire de la Loire pour tous. Peu ont parlé fort de ce qu'ils avaient fait. Dans leur bouche, tenir un pont 2 jours n'avait rien d'extraordinaire, c'était simplement ce qu'un officier, même en formation, se devait de faire quand l'ennemi se présentait devant son secteur. Aujourd'hui, sur la Loire, des stèles et des plaques rappellent tous les élèves se sont battus, quels ponts ils ont défendus, quels noms sont restés sur l'eau. L'école de cavalerie, elle, porte encore la mémoire de ces 2 jours comme une part de son identité.
Le nom de cadet de Saumur est passé dans la langue pour désigner ceux qui se battent alors que tout est perdu. 0h15, sur un pont de la Loire, des jeunes gens de 20 ans avaient armé leurs mousquetons et regardé venir les chars. 2 jours plus tard, la plupart étaient dits prisonniers, la ligne était tombée et la guerre était finie. Mais ils avaient tenu leur poste, et l'ennemi, en les faisant prisonniers, s'était mis au garde à vous.